Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité pour lequel ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité sur ESAE TV, je reçois pour vous Toussaint Adjerounou. Il est ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le dernier du ministre de l'ancien président Thomas Boniaï. Il est administrateur civil de formation. Il est expert en décentralisation et expert en réduction des risques de catastrophe. Bonjour à vous, Toussaint Adjerounou. Bonjour chers amis internautes, bonjour chers journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est à moi. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de la réforme du système partisan avec les récentes démissions que nous avons enregistrées au niveau des partis politiques Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, et également au niveau du parti politique Bloc républicain. Est-ce que cette réforme a connu un échec ou est-ce qu'il faut aller encore au toilettage de la loi qui régente cette réforme? Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous parlerons également de la décentralisation sous le régime du président Patrice Talon et en dernière position, nous parlerons de la cherté des denrées de première nécessité. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif de cette émission, dites-nous, Toussaint Adjerounou, selon vous, la réforme du système partisan, est-ce que cette réforme a apporté une plus-value dans, l'animation de la vie politique au Bénin? Merci, chers journalistes. En 2015, le président Patrice Talon, candidat d'alors, proposait déjà dans son projet de société la réforme du système partisan, ce qu'il a bien voulu mettre en exécution quand il est devenu président. Donc c'est là qu'est née l'idée de la réforme du système partisan. Et pour mon avis, la réforme du système partisan est en train de faire son bonhomme de chemin aujourd'hui et le peuple béninois peut s'en féliciter. Je n'en veux pour preuve que les dernières élections présidentielles, d'abord le nombre de candidats en liste, les partis politiques soutenant les candidats. Il faut faire remarquer qu'en fait, le système partisan au Bénin, la loi telle que corsée, a permis aux Béninois de vivre désormais le système partisan comme une pratique qui peut apporter un plus au développement de notre pays. Puisque aujourd'hui, c'est des grands regroupements, c'est des courants au sein des regroupements politiques. Les démissions que nous avons constatées ces derniers jours dans ces partis politiques, c'est le cours normal de la vie. Et en politique, ces camarades, ces militants, c'est tout à fait normal. Leur candidat a gagné les élections présidentielles. Donc, en tant que militants des partis ayant soutenu, ils s'attendent à obtenir des récompenses ou à atteindre des objectifs donnés. Mais est-ce que le président Patrice Talon, il ne peut pas nommer tout le monde? Ah non. En fait, d'abord, le rôle d'un parti politique, c'est de gagner le pouvoir et de gérer le pouvoir d'État. Pour le président Patrice Talon, pour ces partis politiques, les militants dans ces partis politiques, c'est de contribuer à ce que leur parti, le candidat de leur parti gagne et qu'en retour, ils puissent avoir des positions où ils peuvent mettre en place le système, c'est-à-dire un système qui contribuera au développement du pays. Il faut constater qu'en fait, ces démissions ont commencé après les nominations des préfets et la formation du dernier gouvernement. Donc, de mon point de vue, il s'agit d'un mouvement qui, en réalité, n'affecte pas en rien la réforme du système partisan. Quand on voit le nombre de partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin aujourd'hui maintenant, le Béninois doit être fier d'avoir un système partisan qui donne quand même de la matière à chaque Béninois de militer dans un groupe donné et se faire entendre. Mais lorsqu'on y voit de près, l'un des idéaux que prône la réforme du système partisan, c'est que l'on est au sein de la cité des militants qui pensent premièrement au bonheur du parti politique qu'à leur intérêt personnel. Alors, si un militant décide de quitter un parti politique parce qu'il trouve qu'il n'aurait pas été nommé ou peut-être qu'il n'est pas content par rapport à une nomination, est-ce que là, ça ne prend pas à mal un peu, ça ne donne pas un coup à la réforme? Alors, à en croire ces militants qui ont démissionné, ils ont donné des raisons précises. J'entends par exemple la gestion opaque des partis politiques, la liberté d'agir à l'intérieur, la vision du parti qui n'est plus respectée. Ce sont les raisons que j'entends. Mais moi, de mon point de vue,
les partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin aujourd'hui animent la vie politique, contribuent contribuent au développement de notre pays. Et c'est ça qui devrait être plutôt le rôle des grands partis politiques. Et quand le militant pense que quand son parti ou le candidat qu'il a soutenu a droit à quelque chose, c'est tout à fait normal aussi. C'est tout à fait normal aussi. Et moi, je voudrais plutôt ici reconnaître haut et fort que le système partisan sous le président Patrice Talon est sur la bonne voie. Je n'en veux pour preuve aujourd'hui que quand vous voyez les partis politiques, surtout les grands partis politiques, dans les 12 départements, ils ont une représentation où vous pouvez aller constater que ces partis sont animés dans les 12 départements du Bénin. C'est déjà un point très fort. Les grands partis politiques aujourd'hui maintenant ont commencé par avoir des écoles du parti. Ça, c'est une très bonne chose. Les grands partis politiques aujourd'hui maintenant, face au sujet d'intérêt national, se prononcent et ils adoptent une position donnée. C'est ce que devait être un parti politique. Et quand un militant au sein d'un parti politique veut se prononcer par rapport à un sujet donné, je pense que c'est une bonne chose. La floraison des partis politiques. Je suis contre la floraison des partis politiques. Vous êtes contre la floraison des partis politiques, mais depuis quelques jours, il y a quand même au nom des partis politiques qui sont régulièrement enregistrés, des partis politiques qu'on ne voit quasiment pas sur la scène politique, mais qui jouissent d'un statut juridique. Il y en a même qui, au sein de l'opinion, les gens estiment qu'ils n'auraient pas véritablement l'ancrage national qui constitue quand même le véritable facteur déterminant à l'obtention de ce statut juridique. Le législateur a mis en place un mécanisme qui permet de contrôler ces flux. C'est-à-dire un parti politique, au bout d'une certaine année, qui ne fonctionne pas normalement comme un grand parti doit fonctionner, est appelé à disparaître. Ces partis dont vous parlez aujourd'hui, qui n'existent que de nom, savent déjà ce qui les attend après les élections législatives de 2023. Donc dans ces conditions, moi je ne m'inquiète pas. Je voudrais ici féliciter le législateur qui a bien pensé à ces questions et dit que l'animation de la vie politique dans un pays comme le nôtre, nous n'avons pas besoin d'avoir 40 partis, 50 partis, 100 partis. Les grands partis politiques doivent être quand même le levier de développement, le levier sur lequel un chef d'État, le gouvernement doit se baser pour développer un pays. Dans ces conditions, je pense pour ma part que ces partis politiques peuvent commencer déjà à se mettre ensemble, peuvent déjà commencer par discuter, à fusionner avec déjà les grands partis politiques qui existent. Mais comme vous le savez, nous sommes en démocratie et la démocratie béninoise, nous sommes encore à ses débuts. Les grands pays que nous voyons qui ont deux partis, 3 grands partis, ce sont des partis dans la démocratie, ils ont déjà plus de 200 ans d'histoire. Donc le Bénin, nous sommes encore au début et plusieurs pays africains, surtout ouest-africains, nous envient quand on voit notre système ces dernières années sous le président Patrice Talon. Sur le président Patrice Talon, pour rester toujours dans la même veine, pour parler un peu de ces partis politiques qui existent un peu sur la scène politique, ces démissions qui ont été enregistrées, chose curieuse, ont été enregistrées beaucoup plus dans le rang de la mouvance présidentielle. On n'a qu'une seule au niveau de Foscori Premier émergent. Mais lorsqu'ils quittent un parti de la mouvance présidentielle, est-ce qu'ils vont pour se repositionner de la mouvance présidentielle? Ça, c'est de la transhumance. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le système partisan, comme je le dis, nous sommes encore à ses débuts. Nous sommes en train de faire des expériences. Et ces expériences, c'est tout à fait normal. Il doit y avoir des hauts et des bas. Vous allez constater que la plupart des militants qui ont démissionné d'un parti donné, ils n'iront jamais dans l'opposition, mais ils vont toujours se greffer dans un autre parti de la mouvance. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, de mon point de vue, ce n'est pas une démission en tant que telle, mais les habitudes sont encore là à côté. Il y avait quelques années, ils pouvaient se balancer d'un parti à un autre, ou bien toujours le lendemain, avec des sauts d'humeur, créer leur parti. Aujourd'hui, maintenant, comme le phénomène est ralenti à travers la loi aujourd'hui maintenant, ils ont compris qu'ils peuvent démissionner d'ici, ou bien tenter de dire je veux démissionner pour que le chef de parti puisse leur faire appel encore à nouveau, ou bien on puisse discuter avec eux.
Donc pour le moment, de mon point de vue, c'est effectivement rien qu'au niveau de la mouvance que ce phénomène s'observe, parce que c'est là qu'il y a effectivement d'activité aujourd'hui maintenant réellement. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'après 2023, il y a des partis qui attendent il y a des choses qui vont se passer au niveau de certains partis politiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Alors, le législateur a prévu un parti politique n'est pas né pour vivre éternellement. Le législateur a prévu, si vous êtes parti politique enregistré au Bénin et qu'au bout des échéances, si votre parti n'arrive pas à gagner, à avoir des députés à l'Assemblée nationale, vous êtes appelé à disparaître automatiquement. C'est les tests c'est la loi qui l'a prévu. Et les partis politiques, avant d'être enregistrés, prennent connaissance de la charte des partis politiques. Donc, après l'élection de 2023, le parti politique ayant été créé, par exemple, déjà depuis 2019-2020, et qui a participé aux élections législatives et qui n'a pas eu de député, a participé aux élections présidentielles. Qui n'a pas participé peut-être à ces élections-là. N'a pas participé peut-être, et qui n'a pas participé aux élections législatives de 2023, communales et 2023, automatiquement, au vu de la loi, elle est appelée à disparaître. Et au vu de la loi, il est appelé à disparaître. Alors, lorsqu'on y voit de près par rapport aux formations politiques, elles sont au nombre de 15. Il y en a à peine 5 qui animent l'actualité sociopolitique, mais également des gens soupçonnent qu'il y a encore des formations politiques qui ne respectent pas l'esprit de la charte des partis politiques. Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de pouvoir encore relire ce texte de loi afin qu'on puisse encore y mettre certaines choses? Bon, dire c'est une disposition, en d'autres termes. Oui. En fait, les 15 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur, il y a un mécanisme qui est prévu pour leur fonctionnement. Si je prends par exemple les structures gouvernementales qui ont cette responsabilité, je pense que ça doit être dans les attributions de la Sénat ou du ministère de l'Intérieur, doivent s'assurer que d'abord les partis politiques ont au moins un secrétariat départemental fonctionnel et que ces partis animent réellement la vie politique. Je pense que c'est à ce niveau-là que le mécanisme doit être vérifié, ce qui est prévu. Le cahier de charge, est-ce que c'est respecté? Quand vous dites que vous ne constatez que 5 partis politiques régulièrement en activité, moi, je dirais plutôt non, puisque les activités des partis politiques, ce n'est pas nécessairement sur la place politique, mais c'est l'animation de la vie politique à la base. Je suppose que les 10 autres partis sont en train de travailler sans que nous le sachions. C'est une question qui doit intéresser les acteurs, les structures de l'État qui ont aujourd'hui la charge de vérifier si ces partis respectent effectivement leur cahier de charge. Mais tout au moins, je me réjouis que les grands partis politiques aujourd'hui maintenant, comme l'Union progressiste, BR, Moël Bénin, oui, Bloc républicain, Moël Bénin, l'UDBN, PRD, ces partis, quand vous parcourez les 12 départements, vous allez voir tout au moins leur structure de base, au moins leur secrétariat, tel que c'est prévu par la loi. Et c'est ici l'occasion pour moi de remercier le gouvernement qui a joué sa partition au début, quand on avait prévu le financement des partis politiques. Moi, personnellement, je doutais parce qu'en fait, je me dis, l'État, avec tout ce que l'État a comme charge, va encore investir. Mais le président Patrice Talon l'a fait. Et là, ça, c'est un engagement fort de l'État aux côtés des partis politiques où aucun homme riche aujourd'hui ou bien aucun homme politique ne peut plus prendre en otage maintenant un parti politique. Mais le parti politique devient désormais la chose de tout le monde, la chose publique. C'est une très bonne chose et je remercie le gouvernement. C'est une très bonne chose, vous remerciez le gouvernement, mais en 2019 et en 2021, il y a eu des violences électorales qui sont dues ou qui puissent peut-être la légitimité de ces lois, le code électoral et la réforme de la charte des partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que, puisque la République est composée à la fois des acteurs de la mouvance et ceux de l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que pour plus d'adhésion, il faut relire ces différentes législations? La démocratie béninoise est en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est ici, je regrette les événements de 2019 et de 2021 qui sont regrettables puisque des vies en sont parties. Mais il me semble que ce n'est pas une
question de réélecture de la loi qui s'impose désormais. Mais quand vous faites une expérience, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Et il appartient aux hommes politiques maintenant, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, à un moment donné de se parler. Et c'est ce qui manque chez nous ici au Bénin. Ceux qui sont de l'opposition, par exemple, manquent de méthode dans leur appréciation ou bien de poser les problèmes. De mon point de vue, c'est ce qui se pose. Parce que quand vous êtes en face de la mouvance et que vous pensez que ça ne va pas, il faut revoir ou il faut reprendre, je pense que c'est à travers le dialogue qu'on peut aborder les questions. Et dans ces conditions, il ne s'agit pas de faire de la relecture de la loi, mais il s'agit d'instaurer un dialogue plus ou moins permanent entre les acteurs, surtout entre l'opposition et la mouvance, pour discuter de ces questions et trouver des solutions. Nous allons progresser dans cette émission. Nous allons aborder la seconde manche de cette émission. Nous parlerons de la décentralisation. Dites-nous, Toussaint Adjerounou, vous êtes expert en décentralisation. Je vous ai présenté ainsi en entame de cette émission. Dites-nous comment se porte la décentralisation sous Patrice Talon. Alors, pour jauger la décentralisation sous Patrice Talon, il y a deux facteurs qu'il faut prendre. C'est la tenue régulière des élections des élections communales, ce qui est une réalité. C'est la nomination des préfets qui sont en activité. Si je prends le premier pan, nous avons eu les élections les élections communales et municipales au Bénin, où à la tête de chaque commune, nous avons un maire. Donc, au moins à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Le président Patrice Talon, son gouvernement, ont nommé les 12 préfets. Ceci est à féliciter. Puisque dans un vieux temps, vous saviez qu'il était difficile de penser comment dissocier les départements. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le président Patrice Talon a eu le courage de pouvoir faire là où ses prédécesseurs n'ont pas hésité à pouvoir agir. Aujourd'hui, maintenant, nos 12 départements ont des préfets. C'est d'abord là des actes forts. La décentralisation sous le président Patrice Talon, je dirais que la décentralisation est en train de faire son chemin. Nous sommes maintenant à l'ère de pouvoir faire la rélecture des tests de la décentralisation. Ces tests même posent des problèmes et ce sont ces problèmes-là qu'il faut tenter de résoudre. Et je voudrais féliciter le gouvernement actuel qui a déjà montré les signaux en déjà commençant par demander aux acteurs de faire des propositions. L'État n'est pas fermé par rapport aux propositions. L'État est prêt pour discuter des conditions. Il y a une très bonne chose et je pense que déjà pour le moment, il faut s'en féliciter. Mais le problème de la décentralisation au Bénin bat de l'aile encore. Si je prends par exemple les citoyens à la base et les populations et les communes, les maires, les ressources au niveau des mairies, je pense qu'il y a de véritables problèmes et c'est là qu'il faut revoir le travail, donner effectivement aux communes, aux maires, les outils et surtout les moyens pour pouvoir réellement administrer les communes telles que cela se doit. Cela participera de l'essor économique de nos localités. Alors, on parle de la décentralisation sur le président Patrice Talon. Déjà, estime que les maires sont comme des figurants sous le régime du président Patrice Talon, que c'est l'État central qui fait tout et ils ne sont que là que pour observer. Qu'est-ce que vous pensez à ces commentaires, sur ces commentaires? Alors, à en croire les acteurs politiques et la population à la base, ce n'est pas ce que moi j'entends parmi la population. Contrairement aux élections législatives, les élections communales aujourd'hui ont permis que ce soit au parti de la mouvance et au parti de l'opposition d'avoir des maires et des élus à tous les niveaux. Au moins ça, c'est déjà des avancées qu'il faut saluer ici. Oui, justement. Les maires ne sont pas à la solde du gouvernement. Les maires ne sont pas à la solde du gouvernement. Les maires ne sont pas à la solde du gouvernement parce qu'ils sont régis par la loi. Donc, si un maire élu ne fait pas son travail, c'est qu'il est en train de remettre déjà son mandat à la fin de son mandat. C'est comme s'il est déjà en train de démissionner. Et si le maire se met
comme un acteur ou bien comme un figurant, c'est qu'il n'est pas en train de remplir son Alors, cahier de charges. sous le régime du président Patrice Talon, des maires ont été révoqués. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que ça a été fait dans les règles de l'art? Est-ce que vous ne pensez pas que la révocation est également un canevas à travers lequel un pouvoir peut régler ses comptes avec un maire qui paraîtrait indélicat? Alors, est-ce que la révocation des maires jusque-là a respecté le principe tel que prévu par la loi? De mon point de vue, oui. Le maire de Cotonou, par exemple, a été suspendu normalement. Le maire de Banté a été suspendu par son ministre conformément à la loi sur la décentralisation et par la suite le gouvernement l'a révoqué tout en respectant ce que la loi a dit. Le reste maintenant c'est au niveau des contentieux que ça va être réglé et là ce n'est plus une question, c'est une question de test à test, de preuve ou de fait. Le maire révoqué peut aller défendre son honneur ou bien faire établir la vérité s'il pense que... Mais la révocation d'un maire, c'est bien prévu par les textes sur la décentralisation. Et je pense que le gouvernement est dans son droit. Vous pensez que le gouvernement est dans son droit? Tout à l'heure, vous avez dit que vous souhaitiez la relecture des textes de la décentralisation. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau selon vous? Qu'est-ce qui mérite d'être réformé selon vous? Alors, les textes de la décentralisation depuis 2003, ces textes méritent aujourd'hui d'être revus dans tout son ensemble, puisque en fait la décentralisation telle que imaginée par nos aînés par rapport à la réalité d'aujourd'hui, maintenant la vie a changé. Donc il va falloir réadapter ces textes en fonction de l'évolution de notre société. Et tous les acteurs de la décentralisation aujourd'hui, nous sommes unanimes sur la question et nous sommes tous prêts pourvu que le gouvernement donne le top, pourvu que le gouvernement fasse sortir les propositions qui sont dans les tiroirs et ensemble, nous allons faire la relecture. Je pense que le gouvernement, à travers le communiqué de la nomination des préfets, dernière fois, l'a clairement signifié. Et chaque acteur de la décentralisation que nous sommes aujourd'hui maintenant, dans tous les états-majors, dans les cabinets, dans les instances, nous sommes en train de réunir maintenant les éléments sur la base de ce que nous avons constaté. Parce qu'il faut constater aujourd'hui maintenant que, en tant que maire d'une commune, leur pouvoir est limité pour pouvoir mobiliser des ressources pour le développement de sa commune. Telle que la décentralisation était formatée, ce n'était pas une décentralisation réelle de développement, mais c'était une décentralisation territoriale. Alors qu'aujourd'hui maintenant, si je prends par exemple le cas de la commune de Calavi aujourd'hui maintenant, il faut revoir Godomé par rapport à tout Calavi aujourd'hui maintenant, c'est des questions qu'il faut revoir. Est-ce que le maire aujourd'hui maintenant a la capacité de pouvoir prendre des décisions stratégiques? Est-ce qu'un maire aujourd'hui maintenant a la capacité de pouvoir faire face à des institutions internationales pour pouvoir mobiliser des ressources pour le développement de sa commune? Nous ne pouvons pas continuer à penser que nos maires, avant de faire quoi que ce soit, doivent passer par le pouvoir central. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que le développement, la gouvernance locale doit être un outil puissant, comme dans certains pays où, quand vous voyez le gouverneur, quand vous voyez le maire d'une ville, avec sa puissance, il discute avec le pouvoir central des questions stratégiques, des questions de développement. Mais quand il s'agit de financement, le maire peut aller chercher des ressources. Et quand le maire, aujourd'hui maintenant, nos maires, quand ils vont chercher des ressources à l'extérieur, l'État central doit endosser. Il faut que ces lois évoluent. Le citoyen maintenant, dans sa localité, l'administration n'est pas rapprochée du citoyen. Ça, c'est un aspect qu'il faut revoir aujourd'hui maintenant. Et quand la participation citoyenne à la gestion de sa localité constitue encore un problème. Le mode de gestion de nos maires aujourd'hui constitue un problème de mon point de vue qu'il faut revoir. La gestion des ressources, par exemple en eau, la gestion des ressources en minières de nos communes pose un problème. Si vous faites aujourd'hui maintenant l'état des lieux de notre répartition économique des pôles dans notre pays, alors là, il y a un véritable problème. Et dans ces conditions, si nous ne voyons pas comment faire pour que le développement territorial, nos pôles économiques puissent aller vers les populations, à un moment donné, ça crée surtout des déséquilibres entre les communes. Et ça peut être source d'insécurité, ça peut être source de tension entre les populations. Pourquoi moi je suis de telle commune où ma commune n'a même pas une seule unité de production, alors que d'autres communes en regorgent?
pourquoi moi je suis de telle commune où les ressources de la mairie, de toute la commune pour une année ne représentent le dixième de ce que l'autre commune a. L'État central, c'est son rôle à travers les préfets, à travers les maires, de pouvoir booster le développement, permettre aux communes qui n'ont pas de système de développement de voir quelles sont les ressources ou bien l'intercommunalité rendre ça effectif au niveau de nos communes. De rendre ça effectif au niveau de nos communes. Mais est-ce que lorsque vous appelez à cette relecture des textes, est-ce que vous pensez qu'on doit redécouper encore le territoire national? Est-ce que vous pensez que Calavi doit être scindé en deux? Est-ce que vous pensez que Cotonou et Calavi doivent avoir la même préfecture? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des changements qui devaient y arriver selon vous, en tant qu'expert? Par rapport à Calavi, l'honorable Nombimé et Patrice a fait une proposition de loi par rapport à Godomé qui est sur la table des députés. C'est déjà un premier pas. Il y a dit quoi pour nos amis internautes qui nous suivent et qui n'ont pas quand même... L'honorable Nombimé a proposé que Godomé, par rapport à sa densité et sa superficie et par rapport à sa situation géographique, par rapport à Calavi, soit scindé par rapport à Calavi et que désormais Godomé soit une commune au même titre que les autres communes. Une proposition que je soutiens, mais il va falloir analyser ça dans un ensemble pour pouvoir voir comment faire pour que s'il doit y avoir relecture à ce niveau-là, que ça soit dans l'ensemble. On peut effectivement revoir nos communes parce qu'en son temps, en 2003, comment les communes ont été tracées, les communes ont été définies, c'est par rapport aux réalités de ces moments et ces réalités ont évolué. Et je voudrais ici féliciter les historiens qui ont contribué à cela. Mais quand vous voyez la réalité de nos communes aujourd'hui, maintenant, vous avez des communes très vastes où il y a des espaces inoccupés, il y a des espaces que même le gouvernement local n'arrive même pas à contrôler ou bien n'arrive même pas à investir. Donc il faut revoir le découpage, mais tout ceci dans un ensemble pour éviter de créer de nouveaux problèmes là où il n'y en avait pas. De créer de nouveaux problèmes là où il n'y en avait pas. Mais est-ce qu'au niveau des préfectures également, il faut revoir également, si on revoit le découpage? Au niveau des préfectures, de mon point de vue, 12 préfectures, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Je pense que les 12 préfectures couvrent normalement le territoire national aujourd'hui, tel que c'est. Je pense que c'est au niveau des communes, de mon point de vue. Mais le problème important n'est pas... Le problème de découpage n'est pas le véritable problème. Mais le véritable problème, c'est le développement de ces communes. Donc, pour les 12 préfectures, tel que fait actuellement, je pense que ça, on peut continuer comme ça d'abord. Par exemple, Cotonou, le littoral, par exemple, qui n'a qu'une seule ville sous sa tutelle, est-ce que c'est normal? Alors, c'est la réalité de Cotonou en son temps qui était la cause. Cotonou étant notre pôle économique et sa position par rapport à la prise en compte de l'histoire de Cotonou par rapport aux autres communes qui l'entourent, ce sont ces réalités qui l'ont. Et je pense que, en tant que spécialiste de la décentralisation, je pense que Cotonou peut continuer à rester tel que c'est. Être dans ces conditions. Seul, avec un seul préfet? Oui. Est-ce que ça ne va pas amener après, à l'avenir, des conflits d'intérêts où, comme on a eu à le déplorer par le passé, on a comme l'impression que le préfet empiète sur les prérogatives du maire, le maire également fait de même? Non, c'est un autre problème. C'est un autre problème. De mon point de vue, c'était un problème politique. Puisque Cotonou, quand il y a un préfet à Cotonou et quand il y a un maire pour la même ville, c'est une autre réalité. Et les deux autorités, leurs attributions sont claires selon les tests. Donc, il ne devrait même pas y avoir de problème, puisque le préfet est le représentant, le garant de l'État sur ce territoire. Alors que le maire, c'est lui qui est le responsable, il administre sa ville. Le maire de Cotonou et le préfet du littoral, les deux devaient travailler en symbiose et laisser la politique de côté. Si c'est fait comme ça, la subordination est très claire, les tests sont clairs, il faut juste que les hommes acceptent de respecter les tests, chacun reste dans son couloir. Justement, quand on parle des tests, quels sont les rapports qui doivent exister entre un maire et son préfet? Le maire, il est un élu. Le maire est un élu. Le préfet, il est nommé.
Oui, mais le maire, il est sous le préfet. Comme vous le dites, le maire est effectivement élu, mais le préfet, il est d'abord le représentant de tout le gouvernement, des ministres pris individuellement sur le territoire. Donc, à ce titre, le préfet représente le gouvernement, alors que le maire, il est l'élu du peuple, il est le représentant du peuple, il a le mandat du peuple pour développer son territoire, alors que le préfet, il est le représentant du gouvernement, il fait respecter ce qui est texte et loi, il contrôle les attitudes des actes pris par le maire sur le territoire. Parce qu'en fait, bien que le maire soit un élu, il est élu à partir des textes de la République où il doit tout faire suivant un ordre préétabli. Et le préfet est là pour contrôler la régularité des textes et des actes que pose le maire. Et les deux ensemble devaient être plutôt une synergie pour le bonheur des populations. Les deux doivent être une synergie pour le bonheur des populations. Et pour le bonheur des populations, nous allons passer au dernier sujet qui nous réunit ce matin. Nous allons parler de la cherté des denrées de première nécessité. Dites-nous comment vous avez accueilli cette situation. Alors, la cherté des denrées de première nécessité au Bénin aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'observe dans toute l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène qui existe uniquement au Bénin. Et de mon point de vue, en fait, c'est le véritable problème de changement climatique qui est à la base de ce constat amer aujourd'hui. Et la plupart des pays africains comme le Bénin, nous ne nous sommes pas préparés à pouvoir faire face à ces chocs-là. C'est le véritable problème. Comment comprendre que dans un pays comme le Bénin, notre réserve aujourd'hui au niveau des denrées n'est pas vraiment maîtrisée? L'État fait ce que l'État essaye quand même de réguler et de maîtriser la situation, mais je pense que le système doit être revu en profondeur. Le président Patrice Talon, tel que je le connais, c'est un génie dans ce domaine. Il va falloir aussi penser à avoir une politique nationale de maîtrise des denrées de première nécessité. Parce que dans d'autres pays, par exemple, quand ces denrées ne sont pas maîtrisées, que les populations en souffrent, ça peut être la source d'autres situations que nous ne pouvons pas gérer. Donc, il va falloir revoir le système. Par exemple, le système de l'ONASA qui existait, c'est un système qu'il faut revoir et remettre en place de mon point de vue. Et il faut aujourd'hui maintenant que l'État puisse dire... Mais il y a des ATDA qui sont déployés sur le terrain. Non, les ATDA, c'est encore nouveau. Ça ne peut pas du jour au lendemain fonctionner tel que nous le voulons. Et notre système de production dans nos communes aujourd'hui maintenant pose problème. Il n'y a pas une évolution spatiale de notre économie locale, de notre économie locale. C'est là le véritable problème. Est-ce que la production aujourd'hui maintenant de nos denrées arrive à satisfaire les populations? Le coût de la vie, les problèmes économiques que rencontrent les populations à cause de la cherté de la vie, tout ça là déséquilibre le système. Et dans d'autres pays, c'est l'État qui injecte, c'est l'État qui, à un moment donné, achète pour pouvoir réguler ou bien tout au moins assouplir les populations dans ces conditions-là. Et je pense pour ma part que l'État central a le plus grand rôle à jouer. Et j'invite aujourd'hui le gouvernement à pouvoir prendre cette situation comme une situation de crise nationale et pouvoir y réfléchir. Pourquoi pas automatiquement injecter quand même de liquidité pour pouvoir faire fonctionner le système. Et surtout, notre système, et aujourd'hui maintenant, avec la rareté des pluies aujourd'hui maintenant, il n'y a pas de solution miracle si ce n'est pas par exemple les importations qui pourront régler un tant soit peu le problème. Et c'est pourquoi ici j'appelle encore nos pouvoirs publics à pouvoir prendre le problème des denrées de première nécessité comme un problème d'ordre national, puisque ne pas maîtriser ces problèmes peut être la source d'autres situations
qu'on ne peut pas gérer. Qu'on ne peut pas gérer. Alors, avant de poursuivre cette émission et d'en venir à la conclusion, dites-nous, au sujet de cette cherté des denrées de première nécessité, le gouvernement a effectué 2 conseils des ministres, des raisons ont été évoquées au sujet des raisons motives de cette hausse des prix. Nous avons la pluviométrie également. D'autre part, le fait que les producteurs préfèrent aller vendre à l'extérieur leurs produits. Est-ce que, selon vous, les raisons évoquées par le gouvernement vous convainquent? Est-ce que arrive à vous convaincre? Et est-ce que la disposition qui a été prise vous augure de lendemain meilleur? Les raisons que le gouvernement a données sont des raisons réelles et objectives. Parce qu'avec l'effet des changements climatiques aujourd'hui maintenant, la pluie qui devient rare aujourd'hui maintenant, c'est réel, c'est réel. Mais au-delà des mesures, des raisons que le gouvernement a données, moi je voudrais ici féliciter la police nationale qui, il y a quelques jours, a pu arrêter des lots de denrées de première nécessité qui partaient pour d'autres pays. Tout ceci doit être dans un cadre légal organisé. Et comme je le disais, l'État central doit pouvoir être en mesure, à un moment donné, d'injecter de l'argent liquide pour pouvoir réguler le système. Pourquoi le producteur veut amener son produit dans les pays d'à côté pour vendre? Parce que là-bas, ça lui revenait, il gagne beaucoup, il gagne plus. Le bénéfice, c'est le plus important. Et quand c'est comme ça, on doit pouvoir réfléchir et voir comment faire pour pouvoir régler ce problème. Puisqu'en réalité, les difficultés dont nous parlons aujourd'hui, l'État central est le seul qui a la capacité de pouvoir trouver les solutions. Les agriculteurs à la base, aujourd'hui, maintenant, n'ont pas de solution. Ils s'en remettent à l'État. Et c'est là le rôle de l'État central. C'est là le rôle de l'État central. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, Toussaint Adjeounou, vous êtes un soutien du président Patrice Talon. Qu'est-ce qui vous rend admiratif de sa gouvernance? Je ne suis pas qu'un soutien du président Patrice Talon. J'ai contribué à son résultat pendant son premier quinquennat et je suis toujours dans le dispositif pour contribuer à au résultat pour son deuxième quinquennat. Ce qui me rend admiratif, surtout du président Patrice Talon, c'est sa capacité à anticiper sur les situations. Le deuxième élément qui me fait plaisir chez le président Patrice Talon, quand il dit, il le fait. Je n'en veux pour preuve que l'asphaltage dans nos grandes villes, qui aujourd'hui est une réalité. Je ne peux pas imaginer que certaines parties d'Agla aujourd'hui puissent avoir des routes. Je ne peux pas imaginer que certaines parties de Cotonou ne peuvent pas aujourd'hui maintenant, des zones de Zongo, certaines zones d'Akwakwa vont avoir le président Patrice Talon, je le félicite et je pense que c'est un développeur qu'il faut soutenir. Le troisième élément qui me rend admiratif de lui, il a à son investiture pour son deuxième quinquennat, il a dit qu'il placera son mandat sous le social. J'y crois et j'attends pour voir. Je pense que comme moi, chaque Béninois doit quand même désormais se mettre au travail pour que ce mandat soit effectivement un mandat social. C'est véritablement un mandat social. Merci à vous pour ces échanges, chers amis internautes. On retiendra de cette émission qu'à l'entame, notre invité a rappelé la fait historique de la réforme du système partisan. Pour lui, cette réforme est en train de faire son bonhomme de chemin. Il n'y a pas échec selon notre invité Toussaint Adjeounou. Il se réjouit du nombre de candidats obtenus à l'élection présidentielle dernière et les raisons qui ont été évoquées par les démissionnaires des différentes formations politiques au cours de cette semaine ne tiennent pas debout selon lui. Il a argumenté dans ce sens. Cette démission n'affecte pas la réforme du système partisan, a-t-il martelé au cours de cette émission. Il a rappelé également qu'un parti politique qui ne fonctionne pas conformément aux dispositions en vigueur va disparaître déjà après les élections législatives de 2023. Il appelle ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas affronter l'échéance de 2023 à aller à la fusion pour pouvoir véritablement continuer d'exister sur la scène politique. Le Bénin est à ses débuts de son expérience démocratique, a déclaré Toussaint Adjeounou. Les pays comprend pour exemple en 200 à 400 ans de pratiques démocratiques, a martelé notre invité au cours de cette émission. Il remercie
le gouvernement pour le financement des partis politiques. Il regrette par ailleurs les tristes événements qu'ont connu le Bénin en 2019 et 2021. Il s'agit des violences électorales. Ce n'est pas une question de relecture des tests qui s'impose. Ceux de l'opposition manquent de méthode, a déclaré Toussaint Adjeounou, qui est également acteur politique au cours de cette émission. Dans la seconde partie de cette émission où nous avons parlé de la décentralisation, il se réjouit de la tenue régulière des élections à bonne date sous le régime du président Patrice Talon. Il se réjouit également de la nomination des 12 préfets de département et des chefs-lieux, et cela est à féliciter, a-t-il également indiqué, où il souhaite la relecture des tests sur la décentralisation qui datent de 2003. Il faut réadapter ces tests en fonction des réalités de notre société, a lancé notre invité ce matin. Les maires ne sont pas la solde du gouvernement, a-t-il dit. Pour lui, la révocation des maires qui ont été effectuées sous le régime du président Patrice Talon, ces révocations ont été effectuées selon l'orthodoxie, selon les lois qui organisent de telles pratiques, et donc pour lui, les maires ont été suspendus convenablement et ils ont été révoqués selon les prescriptions de la loi. La décentralisation telle que conçue par les lois de 2003, c'est une décentralisation territoriale et non de développement, a dit notre invité ce matin, qui est également expert en décentralisation. Ce qu'il pense de la gouvernance locale, il nous l'a dit ce matin au cours de cette émission. Il soutient la proposition que Godomé soit une commune. Il faut revoir le découpage sans créer des problèmes là où il n'y en avait pas, a-t-il dit au cours de cette émission. Il a rappelé également les attributions du préfet et celles du maire et les rapports qui doivent exister entre les deux autorités. Les deux doivent travailler en synergie pour le bonheur des populations, a dit notre invité au cours de cette émission. Et dans la troisième partie et dernière de cette émission, il a fait savoir qu'en ce qui concerne la cherté des denrées de première nécessité, c'est un problème lié à la sous-région et qui est dû au changement climatique. Il a confiance au génie du président Patrice Talon pour une politique qui va juguler cette situation à jamais. Il félicite d'ailleurs le président Patrice Talon et la police républicaine, j'allais dire, la police républicaine pour la dernière saisine qui a été effectuée, et il invite également le gouvernement à jouer davantage sa partition afin que les mesures qui soient prises puissent soulager davantage les peines des populations qui sont confrontés à cette hausse des prix. Il a dit en fin d'émission que ce qui le rend admiratif de la gouvernance du président Patrice Talon, c'est sa capacité à anticiper. Quand il dit il fait, il a donné pour illustration l'asphaltage qui est devenu une réalité dans nos grandes communes du pays. Il dit que cela doit être, il dit qu'il faut féliciter le président Patrice Talon car c'est un développeur et il faut le soutenir. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. C'est bien ça. Rien n'a été dénaturé. C'est bien ça. Je rappelle que Toussaint Adjeounou, chers amis internautes, est acteur politique. Il est ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il est le dernier ministre de l'Intérieur de l'ancien président Thomas Boniaï. Il est administrateur civil de formation, expert en décentralisation, expert en réduction des risques de catastrophe. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien et à dimanche prochain.